Bon, alors bienvenue à cette quatrième séance euh, du, euh, de notre cycle de conférences sur les effets sociaux de la pandémie, qu'on a appelé Essentiel à la société. Point d'interrogation, les effets sociaux de la crise, perspective franco-allemande et européenne, et par essentiel à la société, on cherchait à traduire System Relevant en allemand, qui n'était pas évident non plus à traduire. Voilà, donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Frédéric Keck. Frédéric Keck est philosophe, anthropologue. Il s'est d'abord intéressé, entre autres, à Lévi-Strauss, Lévi-Bruhl, Bergson, mais aussi Foucault, en étudiant auprès de Paul Rabinow, avant de se tourner vers l'anthropologie, notamment pour des enquêtes menées sur les risques alimentaires et les maladies animales à Paris et à Hong Kong. Il a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2011. Donc, il a dirigé le département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly à partir de 2014. Et le travail qu'il nous présente ici est issu de son ouvrage les Sentinelles de la pandémie, qui est donc la version française issue de son HDR, soutenu auprès de Philippe Descola, qui l'a conduit à être directeur de recherche en 2018 et à diriger le célèbre donc, laboratoire d'anthropologie sociale. Et je remercie aussi Tania Bogusch, qui va assurer le commentaire, et qui est gastprofessorine à l'Université de Kassel sur une chaire intitulée Sociologie sozialer Disparitäten. Donc, Tania Bogusch est sociologue. Sur le plan théorique, ses travaux sont inspirés, entre autres, du renouveau français du pragmatisme. Elle a dirigé un grand ouvrage sur Durkheim. Elle a publié un livre sur l'actualité de Boltanski. Et elle a été gastprofessorine à l'EHESS en 2010 et membre du GSPM de Boltanski et Thévenot. Elle a poursuivi ensuite ses recherches en étant invitée au Collège de France entre 2015 et 2018. Et elle a publié en 2018 Experimentalismus und Soziologie von der Krisen zur Erfahrungswissenschaft. Et on peut souligner qu'elle a travaillé comme ethnographe dans une expédition sur la biodiversité en mer, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qu'en 2018, les taxonomistes qui participaient à l'expédition ont donné son nom à un escargot de mer qui s'appelle donc le Yokulator boguchae. Voilà, donc merci beaucoup d'être présents tous les deux, et Frédéric, tu as la parole. Merci beaucoup, Katia, pour ton invitation et pour cette aimable introduction. Merci à Tania d'avoir accepté de discuter cette présentation. Je vais donc présenter essentiellement le quatrième chapitre de mon livre, donc les sentinelles des pandémies. Alors, j'ai repris le titre qui a été annoncé, les sentinelles de la pandémie. Il faudra discuter si le pluriel ou le singulier s'impose pour parler des pandémies, mais je voudrais surtout discuter de ce concept de sentinelle que j'ai donc mis au centre du livre parce qu'il croise effectivement l'anthropologie de la nature de Philippe Descola, l'anthropologie de la biopolitique de Paul Rabinow et aussi la sociologie pragmatique de Luc Boltanski que Tania connaît bien. Enfin, elle connaît bien sûr ces trois courants et donc je pense que du point de vue théorique, elle sera à même de discuter des enjeux et des difficultés qu'il pose. Donc, je vais faire une présentation d'une vingtaine de minutes de ce chapitre qui est disponible en anglais enfin, il était disponible jusqu'au 30 juin. Donc, vous pouvez encore le lire. Et puis, bon, il y a un certain nombre de textes que j'ai publiés pendant le début de la pandémie de Covid et je terminerai bien sûr par cette crise récente. Et puis, j'ai eu le plaisir de publier avec Tania un texte dans Somatosphère dont les enjeux portent plutôt sur la notion d'écologie sociale. Mais voilà, j'espère que tout ça sera aussi au centre de notre discussion. Donc voilà les couvertures des deux livres que j'ai publiés cette année. Donc, c'est la version anglaise et la version française du même texte qui a été d'abord rédigé en anglais puisque le matériau lui-même est récolté en anglais et un peu en chinois également. Et sur ces couvertures, vous voyez le jeu par les images entre différents niveaux ontologiques
où je décline la notion de sentinelle. La sentinelle, c'est à la fois donc un territoire aux frontières de la Chine qui capte des signaux d'alerte sur des menaces environnementales. Donc, c'est Hong Kong, mais aussi Taïwan, Singapour. Et je reviendrai dans la diapositive finale sur le rôle de ces sentinelles, donc non seulement dans la grippe aviaire que j'ai étudiée depuis 15 ans, mais aussi dans la pandémie de coronavirus. La sentinelle, c'est aussi des animaux sur lesquels on perçoit ces signaux d'alerte, qui sont équipés pour détecter ces signaux d'alerte. Alors, c'est les oiseaux dans le cas de la grippe aviaire, des oiseaux sauvages. On verra aussi que ce sont des oiseaux domestiques, des poulets, mais ça peut être aussi, bien sûr, des chauves-souris, comme on l'a vu avec le coronavirus. Et puis, le troisième sens, le moins intuitif, mais qui joue un grand rôle aussi dans mon raisonnement théorique, c'est le niveau biologique. Donc, les sentinelles, ce sont des cellules immunitaires que l'on trouve notamment dans le système respiratoire. Donc, on voit ici un poumon qui est bien sûr l'organe dans lequel se déclenchent des réactions immunitaires catastrophiques, qu'on appelle des tempêtes de cytokines, j'y reviendrai, qui causent donc ces maladies lorsque un virus franchit la frontière d'espèces, comme la grippe aviaire ou le SRAS. Ces cellules immunitaires qui doivent contrôler cette réaction de panique ou de tempête ont cette forme qu'on appelle dendritique parce qu'elles ont des bras, un peu comme les cellules du cerveau. Ce sont des cellules qui captent l'information antigénique d'un virus et qui ont pour rôle de porter cette information aux autres cellules du système immunitaire de façon à déclencher une réaction immunitaire adaptée. Et l'hypothèse des immunologistes, c'est que quand ces cellules ne font pas leur travail, quand elles sont contournées ou leurrées par les virus émergents, ce qu'on appelle donc des virus zoonotiques, ceux qui viennent des animaux, eh bien, ces virus parviennent à rentrer dans le système immunitaire et déclenchent ces réactions catastrophiques. Donc, la thèse des immunologistes, c'est que c'est parce que les sentinelles ne font pas leur travail de lancer des signaux d'alerte adaptés au début de l'entrée du virus que le virus peut causer ces réactions catastrophiques. Et donc, j'ai un peu joué sur les différents niveaux où cette leçon immunologique peut être déclinée, c'est-à-dire le niveau des relations entre les hommes et les animaux, et puis le niveau plus géopolitique. Donc ça, c'est un niveau ethnographique, c'est celui auquel, bien sûr, je ne suis pas immunologiste, je n'étudie pas les cellules en laboratoire, j'étudie surtout les relations entre les hommes et les animaux. Donc ça, c'est le niveau ethnographique. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est ce troisième niveau géopolitique, où la même leçon immunologique peut être déclinée. Voilà, donc ce que je voudrais discuter avec vous, c'est la possibilité d'utiliser ce concept de sentinelle à ces trois niveaux, biologique, ethnographique et géopolitique, sans que ce soit une métaphore, mais de façon à le considérer vraiment comme un concept opératoire. Et j'essaierai de justifier cette idée de concept opératoire dans la discussion. Alors, pour justifier un peu ce passage de l'ethnographique au géopolitique, voilà, je reviens un peu sur le point de départ de mon enquête. Moi, j'ai commencé à travailler sur la grippe aviaire en 2005, quand la grippe aviaire est arrivée en Europe par des oiseaux migrateurs venus de Chine, par la Russie. On sait maintenant, enfin, l'hypothèse la plus forte, c'est que c'est arrivé par le transsibérien, non pas par des oiseaux sauvages, mais par des poulets en contrebande le long du transsibérien. Et effectivement, ce virus avait émergé ici en 1997, donc à Hong Kong. Il s'est répandu à partir de 2003, à la fois vers le nord, vers le Japon, la Russie, jusqu'à l'Afrique, l'Égypte, le Nigeria, et il s'est répandu aussi vers le sud, à travers le Vietnam, un peu le Pakistan, et surtout en Indonésie, qui a été le lieu principal de diffusion sur
800 cas de H5N1 depuis 1997 qui ont causé 500 morts. Hein, donc, c'est un virus très létal, mais très peu contagieux. Hein, c'est vraiment l'inverse du SARS-CoV-2 de ce point de vue. Eh bien, à peu près 100 cas étaient déclarés rien qu'en Indonésie. Hein, donc, ça a été vraiment le lieu sur lequel beaucoup d'anthropologues, d'ailleurs, ont travaillé sur la grippe aviaire avec des conséquences tout à fait différentes de celles que j'ai pu observer. Moi, ce que j'ai observé, effectivement, c'est comment le territoire le plus moderne, donc la cité financière de Hong Kong avec ses gratte-ciel, pouvait être à proximité des fermes les plus archaïques, donc ces fermes dans lesquelles, ces fermes du Guangdong, donc la région atelier du monde où beaucoup de travailleurs migrants viennent s'installer et où vous avez ces fermes qui juxtaposent donc des cochons et des poulets. Et les virologues expliquent depuis les années 70 que les virus de grippe se transmettent des oiseaux sauvages, qui sont le réservoir, vers les poulets, ensuite vers les cochons et ensuite vers les humains. Donc voilà, Hong Kong était à proximité du Guangdong, qui était le laboratoire pour les mutations des virus de grippe. Alors, 1997, c'est aussi l'année de la rétrocession de Hong Kong, colonie britannique, à la République populaire de Chine. Et ma thèse, c'est que toutes les craintes que les Hongkongais avaient à l'égard de la Chine populaire s'exprimaient à travers la détection des virus de grippe aviaire. Alors, ces craintes ont été renforcées par la crise du SRAS, puisque en 1997, il y a eu 12 personnes infectées par le H5N1, dont 8 sont morts. Donc, c'était une alerte, mais quand même pas une crise sanitaire si importante. Après 97, les virologues ont alerté sur le risque d'un virus de grippe venu de Chine. Et ce scénario s'est confirmé, non pas avec un virus de grippe, mais avec un coronavirus qui venait des chauves-souris. Donc voilà la photo qu'on trouve dans le musée d'histoire de la médecine de Hong Kong, qui commence par la figure célèbre d'Alexandre Yersin, qui est ce patient qui a découvert le bacille de la peste à Hong Kong en 1894. Et ensuite, vous avez cette équipe qui, en 2003, a identifié donc le coronavirus. Donc Malik Peiris, avec lequel j'ai beaucoup travaillé parce qu'il dirigeait le centre Pasteur de l'université de Hong Kong, et c'est un des auteurs de l'hypothèse. C'est lui qui a donc identifié le coronavirus comme cause du SRAS, et c'est aussi un des auteurs de l'hypothèse de la tempête de cytokines sur laquelle je reviendrai. Et puis K.Y. Yuan, qui était le directeur du département de microbiologie, dont on entend beaucoup parler en ce moment parce que c'est un des experts consultés par Pékin sur les mesures appliquées au coronavirus, et Guan Yi, qui lui a découvert le rôle des chauves-souris et des civettes masquées dans la transmission du coronavirus de SRAS. Et puis bien sûr, c'est le moment où s'est imposée cette image de Hong Kong, population nombreuse et dense, qui porte des masques régulièrement. Il y a toute une histoire du masque sur laquelle on peut revenir, mais qui a été vraiment amplifiée par la crise du SRAS. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment donc ces experts, Guan Yi, Malik Peiris et Shortridge, qui est un virologue australien qui s'est installé en 1972, qui a lancé les études sur la grippe au département de microbiologie de l'Université de Hong Kong, ont profité de la crise du SRAS, qui était une crise mondiale, pour vraiment développer l'hypothèse selon laquelle Hong Kong peut servir de poste de sentinelle contre la grippe pour faire de la préparation à la grippe au niveau aviaire. Alors, donc les anthropologues comme Stephen Collier et Andrew Lakoff ont montré à la suite de Paul Rabinow que cette idée de se préparer à la pandémie émerge aux États-Unis dans les années de 1990, à la fin de la guerre froide, en transférant vers les catastrophes naturelles des techniques d'anticipation qui avaient été mises contre une attaque nucléaire soviétique après la Seconde Guerre mondiale, donc notamment des techniques de sentinelle, c'est-à-dire de détection de signaux d'alerte précoce, mais aussi des techniques de simulation et des techniques de stockage sur lesquelles on reviendra, mais je ne vais pas en parler ici.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces techniques de préparation à la pandémie ont été transférées des États-Unis avec un imaginaire très fort de bioterrorisme vers la Chine avec un imaginaire beaucoup plus écologiste de cartographier l'écosystème pour détecter les premiers signes d'émergence d'un nouveau virus. Alors, voilà une technique qui n'a été mise en place qu'à Hong Kong, c'est que dans les fermes de Hong Kong, il en reste une trentaine, vous avez des poulets non vaccinés qui sont mis au début des rangées de cages de façon à lancer l'alerte sur la présence d'un virus de grippe dans la ferme. Et le terme chinois pour sentinelle, c'est Shaobingji, qui signifie littéralement poulet soldat siffleur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment les Chinois ont enrôlé, c'est un terme latourien que j'emploie volontairement, ont enrôlé les poulets, comment les Chinois ont enrôlé les poulets dans la guerre contre le virus. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est dans une figure beaucoup plus large que celle du lanceur d'alerte ou du whistleblower, puisqu'il n'y a pas besoin de parler hein, pour lancer l'alerte. Il suffit, comme dans ce cas, de mourir, mais il n'y a même pas besoin que le poulet meure. Hein. La sentinelle n'a pas besoin de se sacrifier, j'y tiens beaucoup. Et dans ce livre de Peter Doherty, qui est un immunologiste australien, il y a beaucoup d'exemples d'oiseaux qui sont utilisés comme sentinelles, simplement en ayant une séroconversion, en ayant des anticorps contre un virus qui peut affecter les humains, comme le virus de West Nile, le virus du Nil occidental. Alors, voici ensuite donc l'hypothèse des cellules dendritiques. Hein. Donc, on retrouve cette forme en synapse hein, avec des bras. C'est vraiment l'idée d'une cellule qui va capter des informations. Et j'ai mis donc en bas les trois personnes qui ont proposé cette hypothèse, donc notamment Ralph Steinman, qui est le seul prix Nobel qui est mort avant d'avoir reçu son prix Nobel, malheureusement. Donc les deux autres, Beutler et Hoffman, ont travaillé sur l'immunité innée. Hein, et ils ont donc reçu le prix Nobel en 2011 avec Ralph Steinman qui, lui, a travaillé sur l'immunité acquise, qui est donc ce travail des cellules sentinelles pour capter l'information antigénique. Bon, je ne vais pas trop insister sur tout le vocabulaire immunologique qui est très beau. Hein, beaucoup d'anthropologues ont montré que c'est un vocabulaire qui vient de la guerre, hein, qui pose des barrières. Donc voilà, un récepteur similaire à une barrière, toll-like récepteur. Mais voilà, l'idée, c'est de cartographier toutes ces cellules qui jouent le rôle de barrières. Mais ce qui est très important, c'est que ces barrières sont graduées. Et il y a justement toute cette idée que si la première barrière est contournée, eh bien, les autres barrières vont en quelque sorte s'effondrer et ça va déclencher donc cette tempête de cytokines, cytokine storm, qui explique donc les pathologies, notamment chez les jeunes. Hein. L'hypothèse, c'est que le virus H5N1 fait mourir surtout les jeunes dont le système immunitaire est fort, qui surréagit donc. Mais aussi dans le cas du Covid, c'est ce qui explique le caractère imprévisible des décès de patients dans la deuxième semaine, hein, puisque dans un premier temps, la charge virale augmente, et dans la deuxième semaine, une fois que la charge virale a baissé, on attend donc la réaction du système immunitaire et effectivement, on peut avoir des organismes jeunes et en bonne santé qui surréagissent au nouveau coronavirus. Alors, pour décrire ces phénomènes, donc, qui concernent à la fois des relations aux oiseaux, des phénomènes politiques et des réactions immunologiques, je me suis appuyé sur les travaux de cet ornithologue israélien, Amos Zahavi, qui est connu en France par les travaux de Vinciane Després, hein, qui avait fait de l'ethnographie avec Zahavi dans les années 1990. Et Zahavi se situe dans le courant néo-darwinien de la biologie de l'altruisme. Hein. Il essaye de comprendre, c'est les énigmes laissées par Darwin, comment des comportements altruistes sont possibles dans une évolution régie par le calcul et la maximisation de l'utilité. Et le comportement altruiste qui l'intéresse, c'est celui, alors bien sûr, le comportement altruiste par excellence, c'est celui du paon, qui, pour séduire la femelle, arbore des plumes particulièrement magnifiques, mais très lourdes.
hein. Donc, c'est ce que Zahavi appelle le principe du handicap, comprendre pourquoi le pan accepte de prendre ce handicap pour séduire la femelle. Mais c'est ce qu'il observe aussi chez ces oiseaux beaucoup moins magnifiques, qui sont des petits oiseaux du désert du Negev, donc des babblers, des crateropes écaillés, et qui, eux, ont des comportements d'aide entre eux, peuvent se nourrir entre eux, mais aussi ont des comportements de sentinelle, c'est-à-dire que quand quand les femelles sont menacées par un prédateur, eh bien, les mâles se perchent sur une branche et vont faire un chœur avec des chants très différents. Et l'analyse de Zahavi, c'est que les sentinelles ne se sacrifient pas en alertant les femelles, hein, puisque justement, il n'y a pas de rationalité au fait que plusieurs oiseaux grimpent sur la même branche, mais les sentinelles sont plutôt dans un comportement de séduction à l'égard de femelles et de communication à l'égard du prédateur en disant aux femelles et aux prédateurs regardez, je suis capable d'envoyer des signaux d'alerte. Et donc, pour expliquer ces deux phénomènes, donc à la fois la queue du paon et les comportements sentinelles des babblers, Zahavi élabore une théorie des signaux coûteux, hein. C'est l'idée que dans une logique finalement de prestige, des animaux sont capables d'envoyer des signaux coûteux dans une logique de communication, alors qu'on comprend tout à fait dans le contexte de la politique d'Israël qui à l'époque alterne entre les faucons et les colombes, hein. Zahavi se situe dans le camp des colombes, c'est-à-dire qu'il est pour la communication avec l'ennemi ou avec le prédateur, mais il voit que justement cette communication repose toujours sur des interactions risquées, donc régies par des signaux coûteux. Il est très notable que Zahavi était non seulement ornithologue, mais discutait avec les immunologistes de l'Institut Weizmann, qui est un des meilleurs centres d'immunologie du monde. Voilà, donc j'en arrive à la fin de ce PowerPoint. C'est la page qui ouvre la deuxième partie du livre, hein, et donc ce chapitre Sentinelle et signaux d'alerte précoce. Et en fait, l'éditeur du livre, Alexandre Lemonnier, a fait ce très beau travail sur les cartes, parce que je tenais beaucoup à ce qu'on voit justement comment les sentinelles se développent dans l'espace, hein. Alors cette fois-ci, c'est un espace géopolitique. Et l'hypothèse que je formulais donc, quand j'ai rédigé le livre, maintenant il y a 5 ans, hein, c'est que Hong Kong, Taïwan et Singapour sont des sentinelles pour le continent chinois, parce que ce sont 3 territoires. Alors, Singapour est un peu plus au sud, hein. Ce sont 3 territoires très développés, avec une grande liberté d'expression, avec des technologies de la communication très sophistiquées, qui sont capables d'alerter très rapidement le monde sur les émergences du continent chinois. Et on retrouve dans ces 3, c'est aussi 3 îles, hein, c'est vraiment on voit que leur forme est très analogue à celle d'une cellule dendritique, hein. C'est vraiment cette capacité justement par les côtes à capter les informations du continent. Et mon hypothèse, c'est que avec la crise du coronavirus, la Chine a voulu développer sa propre sentinelle, qui était la ville de Wuhan, puisqu'on sait maintenant, enfin on l'a su dès le début, que Wuhan n'est pas véritablement le lieu d'émergence, hein, du coronavirus, c'est plutôt le lieu où il a été détecté parce que depuis la crise du SRAS en 2003, le gouvernement chinois a investi dans un laboratoire de haute sécurité, donc, dans lequel on travaillait sur les virus de chauve-souris. Alors, ça ne veut pas dire que le coronavirus s'est échappé de ce laboratoire, hein, je pense que c'est très peu probable, mais il s'est passé quelque chose qu'on ne saura jamais, hein, entre ce laboratoire et le marché aux animaux de Wuhan, qui fait que le pouvoir provincial d'abord et central ensuite à Pékin a été informé d'un virus qui circulait sans doute dans le sud de la Chine depuis l'automne dernier, hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'a réussi et ce que n'a pas réussi à faire la Chine en construisant sa propre sentinelle à l'intérieur, hein, au milieu du continent, alors que jusque-là, les sentinelles, comme on le voit, étaient plutôt aux marges. Et voilà, je laisse cette question ouverte parce que ce sera peut-être la question sur laquelle on pourra aussi revenir dans la discussion. Merci beaucoup Frédéric pour cet exposé aussi riche et important aussi afin de
de jeter un coup d'œil beaucoup plus élargi sur notre situation actuelle, puisque avec ton terrain, tu étais toi-même une sorte de sentinelle, on peut dire, anthropologue, qui a déjà commencé de travailler sur un problème que peut-être même toi n'as pas pu anticiper, voilà, qui maintenant est vraiment la pandémie dans laquelle on se retrouve. Dans mon petit commentaire qui va se partager en trois parties pour animer le débat, j'aimerais bien à la fois reprendre ton approche méthodologique, à savoir les 3 niveaux que tu viens d'expliquer, que en tant que sociologue, je pourrais peut-être un peu brutalement résumer sous les 3 notions micro, macro, méso, à savoir sur le plan du territoire, le plan des animaux, le plan immunitaire ou bien biologique. Et comment, bon voilà, donc ça serait plutôt une question sur, afin de mieux comprendre ton approche et voilà, de discuter un peu plus près de cette approche. Deuxièmement, j'aimerais bien réfléchir avec toi sur la tension entre structuralisme et pragmatisme qui se trouve évidemment dans ton travail et que je trouve toujours un peu flou. En fait, je n'ai pas tout à fait bien compris comment tu résous, comment tu travailles justement cette tension. Et finalement, j'aimerais bien ouvrir l'horizon pour le débat avec tous ceux qui sont avec nous. Sur la question évidemment des conséquences actuelles que tu viens justement d'esquisser à la fin de ton exposé. Pas seulement sur la question, autour de la question d'où vient le virus, ou est-ce que par exemple le passage entre la prévention vers la préparation, une notion qu'on a pris aussi pour notre article dans Somatosphère, mais aussi beaucoup plus précisément, puisque je crois aussi en France et en Allemagne, la manière évidemment dont on traite la pandémie est assez différente et la question justement dans quelle mesure les sciences humaines ou bien les sciences de l'homme pouvaient contribuer justement aux grands défis qui sont devant nous. Ça serait encore une question que j'aimerais bien, avec laquelle je vais conclure donc ma partie de commentaires. Donc, premièrement, la question de ton approche des 3 niveaux que tu viens d'esquisser, que je trouve très, très convaincant. En même temps, en tant qu'Européenne, évidemment, on se demande est-ce que l'exemple des sentinelles asiatiques qui se montrent en tant que signe d'alerte, surtout sur les côtes, comme tu viens de l'expliquer. Dans quelle mesure exactement ce qu'on peut appeler peut-être les transgressions entre les 3 niveaux, entre le territoire, entre les animaux et les cellules, comment tu les as, disons, divisées analytiquement et dans quelle mesure, justement, tu as relié ces 3 niveaux. Donc, peut-être tu peux encore préciser sur ton ethnographie comment tu as rédigé ces 3 niveaux dans ton analyse et dans quelle manière ces 3 niveaux s'articulent entre eux. Ça, je trouverais très intéressant. Deuxièmement, question plutôt théorique, puisque justement, comme tu viens de le mentionner, on était tous les deux au laboratoire du GSPM. En même temps, tu es spécialiste du structuralisme et
et des ontologies, évidemment, de l'anthropologie de la nature que Philippe Descola a construit. Donc, ce que j'ai ressenti en lisant ton chapitre, justement, et aussi en t'écoutant maintenant, ce que j'ai compris, c'est en fait, il y a les sentinelles qui figurent en tant que, disons, traducteurs aussi des différents stades ontologiques entre homme et nature. Et cette fonction de traducteur, qui sont dans ton cas des animaux, comment se situe-t-elle dans ton approche structuraliste, je dirais, à savoir quel est le statut ontologique entre, par exemple, leur capacité, ce qui est plutôt peut-être un attribut, disons, pragmatisme, puisque ce sont eux qui donnent l'information aux humains, qui est un danger, et en même temps oui, justement, leur statut ontologique en tant qu'animaux pour justement établir un lien entre les animaux, enfin leur propre, excusez-moi, j'ai un peu leur propre famille animale. Donc, ce statut ontologique, justement, leur environnement, merci. Parfois, c'est toujours les choses simples qui échappent. Voilà. Et dans quelle manière, justement, la notion d'épreuve, qui est évidemment très importante dans l'approche pragmatiste, qui est aussi très important, évidemment pour nous tous actuellement, puisque on vit une grande épreuve. Comment tu l'as saisi afin de comprendre leur statut et leur fonction aussi. Et troisièmement, donc ça serait la troisième dernière partie de mon commentaire, puisque comme tu le sais, j'ai poursuivi aussi une approche des Science and Technology Studies et je trouve toujours super intéressant aussi de voir, par exemple, ce virus actuel, mais aussi le virus en tant que, justement, quelque chose d'hybride entre humain et non humain, en tant qu'un objet frontière, par exemple, avec Susan Lister, qui justement organise cette communication entre humain et non humain. Mais si, par exemple, ce que tu as, ta recherche empirique, ton ethnographie et les résultats que tu as tirés de ta recherche, je pense qu'elle serait très pertinente aussi pour justement des virologues, des spécialistes des pandémies. J'aimerais bien d'abord savoir, est-ce que tu es en discussion avec, par exemple, les médecins, des gens en dehors de ton ethnographie, où évidemment tu étais en communication avec eux puisque ça faisait partie de ton terrain. Mais est-ce qu'actuellement, l'anthropologie, selon toi, dans quelle mesure pourrait-elle contribuer justement de façon plus concrète à trouver des formes des manières de vivre avec ou de vivre contre le virus, pour le dire d'une façon un peu générale. Je demande ça aussi parce que, évidemment, en anthropologie en général, et la grande histoire des débats homme-environnement, nature-culture, etc., ces dernières années, il y avait beaucoup
on a eu beaucoup de propositions, par exemple, évidemment, Anna Tsing avec son idée de worlding afin de trouver des espaces de communication entre, par exemple, interdisciplinaires entre les sciences naturelles et les sciences sociales. En Allemagne, par exemple, nous avons avec le virologue Christian Drosten, je ne sais pas si tu le connais, mais on a une pratique, disons, des médecins qui essayent à la fois de transmettre leurs résultats de recherche à un grand public. Nous avons aussi des commentaires des sociologues, des anthropologues d'ici là qui commentent, mais qui commentent plutôt sur le plan, disons, des réactions sociales plus globales. Mais ce que je vois malheureusement, enfin, ce qui manque malheureusement toujours, c'est vraiment des propositions, comment peut-on travailler ensemble et rassembler justement des perspectives différentes autour de la pandémie. Peut-être une toute dernière phrase afin de te redonner la parole. La dernière question, elle touche aussi peut-être un peu la domaine plus général de ta recherche qui se situe, je trouve, à la fois sur le plan de l'anthropologie de la nature, évidemment, mais aussi de l'anthropologie sociale, mais on peut dire aussi peut-être de l'anthropologie médicale. Et j'aimerais bien savoir dans quelle mesure, pour toi, après tu as fait cette recherche et la pandémie, elle a été explosée, tu penses, tu peux justement voilà, communiquer ou bien échanger tes résultats avec ceux qui sont actuellement vraiment sur le front, sur la ligne sur le front de la ligne des problèmes. Merci beaucoup. Merci, Tania. Je peux prendre 10 minutes pour répondre? Oui, oui, vas-y. Ouais. D'accord. Et après, on passera la parole à la salle qui Ok. peut, en attendant, s'inscrire par chat si vous avez des questions. D'accord. C'était des questions très riches, alors je voudrais prendre le temps de répondre, mais voilà, pas plus de 10 minutes. Donc, le modèle de la sentinelle, en fait, je l'ai construit théoriquement quand j'ai eu des discussions avec Luc Boltanski, donc au moment de la rédaction de la condition fétale. C'était le moment où je commençais mon terrain sur les experts en sécurité alimentaire qui justement voyaient arriver la grippe aviaire en France, avec en arrière-plan le principe de précaution issu de la crise de la vache folle. Et donc, ça a l'air d'aucun rapport avec l'avortement qui est l'objet de Luc Boltanski, mais on avait cette discussion sur les deux façons de percevoir une même entité, hein, soit comme une entité très valorisée, soit comme une entité dépourvue de valeur. C'est ce qui conduit au rejet, à la destruction du fœtus sans projet parental, ou de la vache folle, justement. Comment on passe de la vache française à la vache folle, en quelque sorte. On avait donc beaucoup de discussions sur la contradiction, hein, la perception d'une contradiction entre deux aspects de la même chose. C'était des discussions qui venaient justement à la fois des lectures de Lévi-Bruhl et de Lévi-Strauss. Et donc l'idée, c'est que la critique joue sur ces perceptions contradictoires pour dévoiler des aspects du monde social, justement à travers des épreuves. Alors l'idée, c'est que quand il y a une crise sanitaire, l'animal qui est à l'origine de cette crise, donc ça peut être la vache folle, le poulet grippé, la chauve-souris, alterne entre justement ces deux images, hein. Ça peut être la chauve-souris sale qui va infecter un marché chinois, ou au contraire la chauve-souris qui
incarne la révolte contre le capitalisme. On voit ça aujourd'hui dans le discours sur le Covid comme vengeance de la nature contre le capitalisme, pour expliquer comment un petit virus de chauve-souris peut suspendre l'activité du monde entier. Bon, donc ce qui était intéressant dans cette discussion, qui était vraiment au croisement structuralisme et pragmatisme, hein, puisque c'était le moment où justement Boltanski essayait de revenir sur les conditions même de l'entrée dans le monde social. Donc, on n'était plus seulement dans le pragmatisme et dans la justification, mais on était dans les conditions même de la justice. Ce qui était intéressant, c'était justement d'introduire l'épreuve au sein même du vital. C'était le moment où Boltanski rencontrait les questions biopolitiques. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est reprendre tout ce qui a été fait au GSPM autour de lanceurs d'alerte, hein, qui était vraiment une poursuite de la justification, c'est-à-dire comment on peut construire une mobilisation sur la perception de signaux d'alerte environnementaux, mais en intégrant cette dimension structuraliste de la perception des contradictions. Ce qui m'a permis de le faire, c'est que au point de départ de cette disjonction entre structuralisme et pragmatisme, il y a quand même le travail de Lévi-Strauss sur la notion de transformation. L'idée chez Lévi-Strauss, c'est que quand la pensée sociale rencontre une contradiction, au lieu de la résoudre par une dialectique, elle multiplie les entités, elle fait proliférer les entités hybrides, dirait Latour, hein. Donc entité nature-culture, mais voilà, le poulet grippé, c'est une entité que les virologues construisent et qui leur permet justement de atténuer les contradictions issues de crises sanitaires, hein, quand on ne sait plus ce qu'on mange. Voilà. Donc c'est pour ça que l'épreuve, elle joue aux 3 niveaux que tu décris, hein. C'est à la fois une épreuve géopolitique, c'est en quelque sorte l'épreuve que la Chine nous envoie de l'état du capitalisme dans lequel nous sommes, où nos produits, 90% de nos produits, aussi bien manufacturés que médicamenteux, viennent de Chine. Donc ou les masques, on est bien embarrassé quand on essaye de couper les frontières avec la Chine parce qu'on en dépend. C'est une épreuve ethnographique parce que c'est nos rapports avec les animaux et l'environnement qui est en jeu. Et puis, c'est une épreuve biologique parce que c'est notre système immunitaire lui-même qui est mis à l'épreuve de ces virus qui viennent des chauves-souris. Donc voilà, et l'idée, c'est pour ça que je reprends donc à Lévi-Strauss dans La pensée sauvage l'idée d'opérateur totémique, hein, qui est justement comment on passe, comment la pensée sauvage passe du niveau le plus singularisant, celui de l'individu, et on pourrait dire du système immunitaire. Un individu, pour Lévi-Strauss, c'est un système immunitaire, c'est quelque chose qui essaie de résister à l'extériorité, à l'ethnographie, donc à une société donnée, jusqu'à la globalité, jusqu'au monde, ou en tout cas à l'unification du monde par le capitalisme. Voilà, donc c'est vraiment à travers le modèle de l'opérateur totémique, repris par Boltanski dans La condition fétale, que je résous cette tension, qui n'en est pas une en fait pour moi, entre structuralisme et pragmatisme. La véritable tension pour moi, c'est plutôt comment on peut faire tenir plusieurs niveaux, les 3 niveaux là, dans la perception d'une même contradiction existentielle ou expérientielle. Alors, donc, j'ai répondu à ta première et ta deuxième question. Bon, je vais aller plus rapidement sur le passage prévention-préparation. Ce que j'essaye d'argumenter, c'est que la prévention, ça je reprends des concepts de Andrew Lakoff, la prévention repose sur une ontologie analogiste, puisqu'elle aligne des séries statistiques et elle peut recourir au sacrifice quand justement les statistiques ne suffisent plus. Donc c'est l'abattage des animaux. Et la préparation, au contraire, repose sur une ontologie animiste, puisqu'elle au lieu de séparer les hommes des animaux, au contraire, elle prend le point de vue des animaux sur les menaces qui affectent les humains. Et la précaution est une sorte d'ontologie intermédiaire entre les deux. Alors, qu'on peut dire naturaliste au sens de Descola, c'est-à-dire qu'elle durcit en fait
elle durcit de façon provisoire et précaire les séparations de la prévention. Mais en fait, de même que chez Descola, il y a vraiment deux ontologies, c'est analogisme et, et animisme, hein, parce que naturalisme, c'est juste une petite fiction occidentale. De même, en fait, il n'y a que deux rationalités du risque, c'est la prévention et la préparation. Et mon argument, c'est de dire que la précaution, c'est juste un petit truc que les Européens ont inventé pour éviter justement de basculer dans la préparation, qui est l'ontologie dans laquelle la plupart des gens qui nous dirigent pensent déjà, mais qu'on essaye, parce que justement, il faut imaginer l'effondrement du monde. C'est quand même très difficile à appliquer dans des sociétés qui appliquent depuis 2 siècles la prévention. Et du coup, donc ma réponse sur la collaboration avec les virologues. Alors, je connais Christian Drosten parce que j'ai travaillé avec lui dans le cadre d'un projet européen. Alors, en fait, c'était pas facile de travailler avec lui. J'étais dans un projet où il y avait à la fois des Anglais, des Espagnols, des Hollandais et Christian Drosten et toute son équipe. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les sciences sociales, en fait. Curieusement, je ne sais pas si vous avez déjà une expérience avec lui, mais les Anglais se tournaient vers les sciences sociales pour penser les inégalités. Les Hollandais se tournaient. J'étais le seul, en fait, anthropologue dans ce groupe. Hein. Les Hollandais se tournaient vers les sciences sociales pour inventer des exercices de simulation. Les Espagnols demandaient aux sciences sociales d'expliquer pourquoi les gens n'appliquaient pas les mesures de biosécurité. Mais Drosten, lui, il faisait tout. Justement, il fait sa propre communication. Et là, je suis en train d'écrire un article sur une région du Ghana où à la fois les Anglais et les Allemands prélèvent des virus de chauve-souris. Et les modalités de prélèvement ou de collecte sont très différentes entre les Anglais et les Allemands. Et pour ce que j'en ai compris, les Anglais étaient plus respectueux des populations locales. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans la pandémie de Covid, là, c'est de comparer, alors non pas Drosten et les Anglais, mais Drosten et Didier Raoult, hein, qui est notre grand virologue français, puisqu'on n'a pas de spécialiste du coronavirus en France. En tout cas, ils ont été sous-exploités, ils ont été presque réduits au silence, en fait. Et donc, notre star, c'est Didier Raoult, qui est un spécialiste des mégavirus hein, et de la chloroquine, puisque ça fait 20 ans qu'il vend de la chloroquine ou il expérimente la chloroquine au Sénégal. Donc, il faut aussi voir comment ces débats sur le coronavirus ont une dimension postcoloniale. Hein. Drosten a des alliances à Hong Kong et au Ghana. Raoult a des intérêts en Chine, puisqu'il s'appuie sur des publications chinoises, et au Sénégal. Et bon, c'est vrai que j'ai beaucoup comparé Drosten et Raoult en disant que Drosten avait une communication beaucoup plus humble, beaucoup plus efficace aussi, puisqu'il travaillait directement avec Merkel, alors que Raoult avait une communication très arrogante, Marseille contre Paris. Mais je crois qu'on peut aussi faire l'hypothèse que Marseille joue le rôle de sentinelle en fait dans la gestion de la pandémie en France. Hein. On a vu à quel point les gens sont allés se faire dépister massivement à Marseille au mépris de toutes les règles sanitaires qui étaient dictées par la capitale. Et Marseille se rappelle beaucoup, c'est dans le récit que les musées font de la ville, la peste de 1720, où Marseille a été mise en quarantaine pour éviter que la peste se transmette au reste du territoire. Donc je crois qu'on peut faire l'analyse que Raoult contre Paris, c'est plutôt, c'est vraiment la position de Marseille comme sentinelle historiquement. Et je crois que Drosten, sa force, c'est aussi d'avoir réussi à lier les deux capitales qui sont Bonn et Berlin, puisque pendant longtemps, Drosten a travaillé à Bonn. Donc voilà, Drosten a réussi à faire cette association Bonn-Berlin, alors que Raoult n'a pas réussi à faire l'association Marseille-Paris. Et puis, je finirai juste sur une dernière chose, c'est que le drame dans toute cette histoire, c'est que l'Alsace a été en France le plus grand foyer hein, de coronavirus, notamment la région de Mulhouse, puisque c'est par un cluster sur un foyer évangélique que la pandémie a commencé en France et que peut-être d'ailleurs les épidémiologistes estiment que ce n'est pas forcément parce que l'Allemagne a plus dépisté ou parce qu'il y avait un système décentralisé en France, décentralisé en Allemagne et centralisé en France.
peut-être juste que l'Allemagne a eu la chance de ne pas avoir un cluster aussi important que le cluster de Mulhouse, qui a vraiment essaimé dans toute la France. Et dans ma généalogie personnelle des sentinelles, j'accorde beaucoup d'importance à la figure d'Alfred Dreyfus, dont je fais la première sentinelle. Bon, ça pourrait beaucoup de temps à expliquer pourquoi. Mais en tout cas, le fait que Mulhouse a échoué à être une bonne sentinelle pour la pandémie en France m'a fait beaucoup réfléchir et m'a montré l'écart entre les relations France-Allemagne il y a un siècle et aujourd'hui.